Vulgaire et sincère, épisode 2. Je vais en thérapie à cause des réseaux sociaux. Je sais, c'est pas joyeux comme manière de commencer un podcast, hein. Mais c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de comment les réseaux sociaux vous pissent dans le cerveau et vous en rendez même pas compte, dis donc. Peut-être que vous en rendez un peu compte, mais je vous assure que vous vous rendez pas compte à quel point ça vous pisse dans le cerveau. Donc on va parler psychologie des réseaux, pourquoi c'est n'importe quoi cet univers. Et malgré le fait que moi, ça m'a apporté beaucoup de choses positives, on va en parler aussi, eh ben, je me retrouve à faire de la thérapie pour essayer de démêler toute cette merde que j'ai dans le cerveau à cause des réseaux. C'est parti, jingle. Il n'y a pas de jingle. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté de bien, moi, les réseaux? Ben, ça m'a permis de changer ma vie. Déjà, financièrement, incomparable. Hein, j'ai pu déménager à l'océan, je travaille quand je veux, je gagne très bien ma vie. Ça va peut-être pas forcément durer, hein, parce que tout est éphémère, tout est un cycle. Mais ça m'a aussi poussé à faire des choix qui sont positifs pour ma santé, puisque j'ai fait plus de sport et je me suis axé sur l'alimentation. Donc, en fait, un net global positif sur ma vie, les réseaux, hein. On va pas le nier, ça. Mais à côté de ça, ça m'a fait beaucoup de mal émotionnellement, beaucoup de mal sexuellement aussi, beaucoup de mal sur ma concentration, beaucoup de mal sur la perception de moi-même. Et on va expliquer le pourquoi de tout ça. Euh, et du coup, je m'en retrouve à faire de la thérapie pour essayer de retrouver un peu le. Pour avoir un retour à la réalité, en fait. Parce que, étant donné que je poste beaucoup et que je suis confronté sans cesse au réseau, eh ben, la proportion de ce que je consomme comparé à ce que je vis dans la réalité est plutôt en faveur des réseaux. Je suis plus sur les réseaux que dans la réalité. Eh, c'est pas bon pour le cerveau humain, ça. Bref, parlons de vous. Les réseaux, ça fait quoi? Ça vous donne des buts qui sont irréalistes. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un poste une vidéo sur les réseaux, il la poste en sachant que les autres vont la voir. Donc, par définition, il va poster une version de lui dont il sait qu'elle va être applaudie. Eh, c'est grave, déjà, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Parce que ça veut dire que une personne qui a par exemple beaucoup d'insécurité va faire en sorte que ce qu'elle poste sur les réseaux masque ces insécurités-là. Parce qu'elle veut que les autres voient une version d'elle qui lui donne confiance en elle. Donc par définition, tout ce qui est posté sur les réseaux, en réalité, ce sont des contenus qui sont épurés, qui sont dénués de profondeur, parce que c'est juste la version que le créateur veut que vous voyez. Et malheureusement, vous vous comparez tout le temps à ça. Ça veut dire que vous vous comparez à des versions de gens qui sont tout le temps optimisées, tout le temps magnifiées, tout le temps dénuées des défauts que tout le monde peut avoir dans la vie réelle. Et malheureusement, ça, sur le long terme, vu que vous ne vous comparez que à des trucs comme ça, toutes les vidéos que vous voyez, c'est ça, vu que vous vous comparez régulièrement à ça, ben, vous vous comparez systématiquement à des choses qui ne sont pas réalistes. Et ça, pour fixer vos propres standards, pour avoir un rapport à l'autre qui est sain, c'est pas bon du tout. C'est exactement comme si vous vous compariez, vous, en début de pratique sportive, à des champions olympiques tout le temps. En vous disant, mais c'est bizarre, moi, j'arrive pas à faire comme lui. Oui, parce que ce que vous voyez est une version exacerbée des gens. Et malheureusement, ça, au long terme, ça peut bousiller votre confiance en vous, ça peut bousiller votre perception de la norme sur certains sujets, et ça peut vous pousser à aller dans les extrêmes, qui soient, que par exemple pour l'alimentation, pour le sport, aller vers des extrêmes qui ne sont pas du tout nécessaires pour vous, qui ne sont pas bons pour vous, mais que vous pensez être nécessaires parce que vous les avez extraits de réalités qui ne sont, enfin, qui sont digitales. Et ça, c'est pas bon pour vous. Ouais, je pense que vous le comprenez que c'est pas bon pour vous. Bon, deuxième point. Euh, Excusez-moi, mon téléphone s'est verrouillé. Le besoin de validation. Donc, les réseaux sont basés sur quoi? Sur un système de récompense. Dès que vous postez quelque chose, vous avez une notification. Donc, vous postez un truc, il y a des likes, des commentaires. Et tous les créateurs vivent ça. C'est-à-dire qu'ils postent parce que, alors, il y a un grand pourquoi derrière, hein. Je veux aider les gens, je veux un message positif, j'ai un manque d'attention, du coup, je veux que tout le monde me voit, je veux gagner de l'argent, on s'en fout, il y a un pourquoi. Mais par-dessus ça, se rajoute un besoin de gratification par conditionnement. Parce qu'à chaque fois que vous postez un truc, vous avez instantanément la réaction. Et quand vous avez quelques vidéos qui marchent bien, vous pouvez devenir addict à cette réaction-là. Parce qu'à chaque fois que vous ouvrez votre application, il y a la petite bulle rouge avec le nombre de notifications, le nombre de gens qui s'abonnent. Plus il y en a, plus ça vous fait kiffer, ça fait un pic de dopamine, ça. Plus que vous postez tous les jours, du coup, vous l'avez tous les jours sous les yeux, ça. Donc il faut que vous sachiez que quand on vit ça en tant que créateur, ça entraîne notre cerveau à en vouloir davantage. Donc, ça va forcément influer sur la façon dont on va créer du contenu. Au début, on se dit, si j'arrive à faire plaisir à une personne, mon taf, il est fait. Aujourd'hui, ensuite, après quelques mois après avoir posté, on va commencer à se dire, ouais, mais si ma vidéo ne fait pas 1000 likes, c'est que la vidéo n'a pas bien marché. Et donc, par extension, il y a beaucoup de créateurs qui vont essayer de chercher le contenu qui est le plus impactant, le plus viral possible, pour avoir plus de vues, pour pouvoir répondre à ce besoin de dopamine. Ça crée quoi? Ça crée des extrêmes. Parce que ce qui marche aujourd'hui sur les réseaux, c'est pas la nuance, c'est pas le discours lent et expliqué, c'est le dans ta gueule et l'absolu.
Une des raisons pour lesquelles moi, je suis... Alors c'est très bien parce que c'est mon personnage et j'en suis content. Mais une des raisons pour lesquelles je ne m'écarte pas du personnage qui gueule et qui est énervé, c'est parce que c'est dans ta gueule comme contenu. Ça me permet de faire du contenu qui est nuancé, mais qui est suffisamment dans ta gueule pour que ça passe quand même le filet de l'indifférence, on va dire. Mais l'autre manière d'avoir du contenu qui est viral, c'est de raconter des choses qui sont graves, des choses extrêmes, parce qu'elles vont générer des réactions. Et encore une fois, ça, qu'est-ce que ça fait ça crée une perception de la norme qui est déformée parce qu'on n'est que sur les extrêmes. Des contenus qui sont faits pour réagir, qui sont faits pour générer des vues. Si je vous dis un truc grave sur une vidéo, il y a des gens qui vont être pour et des gens qui vont être contre. Peu importe ce que vous pensez, on s'en branle. La résultante de ça, c'est que les gens se foutent sur la gueule dans la vidéo. Et ça pousse la vidéo à devenir virale. Et du coup, ma vidéo va être vue par tout le monde, même si c'est une énormité que je raconte. Plus on est visible, plus il y a de la chance qu'on raconte de la merde. Ça, c'est la réalité. Plus un créateur explose régulièrement, plus c'est à se demander si ce qu'il dit c'est vraiment bien, c'est de la qualité, c'est bon pour les gens, ou si c'est juste de la controverse qui fait que les gens se foutent sur la gueule. Et encore une fois, si vous consommez ça de manière régulière, ça veut dire que vous faites de votre quotidien, vous consommez au quotidien des choses qui sont extrêmes, et ça peut faire bouger votre norme. Et encore une fois, les répercussions sur vous, ça va être la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous percevez les autres, vous percevez votre corps, vous percevez l'effort, vous percevez la réussite, vous percevez l'échec, tout. Ça va saigner sur absolument toutes les facettes de votre vie. Ensuite, la stimulation permanente. Alors ça, c'est un effet physique réel. Le fait de scroller régulièrement, c'est comme un entraînement pour votre cerveau. Vous l'entraînez à avoir une gratification successive et très rapide dans un temps très court. L'inverse de ça, ce serait de, par exemple, faire de la méditation. Donc, imaginons que si vous voulez contrebalancer un peu l'effet des réseaux, si vous êtes 30 minutes sur les réseaux tous les jours, à vous surstimuler comme ça avec du contenu qui ne s'arrête jamais, il faudrait peut-être que vous fassiez 30 minutes de méditation pour pouvoir réapprendre à votre cerveau aussi à ne pas être stimulé comme ça. Parce que si vous le faites suffisamment longtemps, c'est un réflexe que votre cerveau va garder. Et vous voyez peut-être pas le problème maintenant parce que vous arrivez à trouver des points positifs. Ouais, mais ça me permet d'être plus réactif, d'analyser plus rapidement, d'être presque multitasking, etc. Ouais, mais l'humain n'est pas fait pour fonctionner optimalement comme ça. En réalité, ce qui vous arrivez à analyser très rapidement quelque chose, vous perdez aussi votre capacité à rester concentré sur cette chose. Donc vous analysez vite, mais vous perdez vite le fil aussi. C'est catastrophique pour le cerveau, ça. Ce que ça fait sur votre vie en réel, ça peut niquer votre sommeil. Parce que vous avez tellement de stimulation au quotidien dans la journée, votre travail, vos amis, etc., que quand vous avez un temps mort, vous le remplissez de stimulation ultra rapide. Ça veut dire que les moments où votre cerveau pourrait se poser et ralentir un peu les choses, vous le nourrissez d'un truc ultra rapide. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça régulièrement? Quand vous arrivez enfin au moment où vous vous posez dans votre lit pour dormir, votre cerveau il va essayer de remplir cet espace où il peut enfin se poser par ce qu'il a l'habitude de faire le plus, c'est-à-dire de la stimulation ultra rapide. Donc vous allez penser. Vous allez penser ultra rapidement. Et ça va vous empêcher de dormir. Oui, consommer des réseaux tous les jours au milieu de la journée peut vous empêcher de dormir le soir. C'est une réalité. Pour quelqu'un comme moi qui, par exemple, je ne suis pas diagnostiqué TDAH, j'en sais rien, mais qui est très sensible à ce genre de truc-là, ça contribue à niquer mon sommeil. Voilà, donc maintenant vous le savez. Donc ce que vous pourriez essayer de faire, c'est de la méditation pour justement contrebalancer ça, pour essayer d'avoir des temps morts. Essayez de regarder un mur pendant 5 minutes en fermant votre gueule, en mettant pas de musique, juste rien. Le silence, c'est regarder un mur. Vous allez voir comme c'est difficile. Pourtant, notre condition d'humain, c'est d'être en vie et de rien branler. Hein. C'est survivre, bouffer, baiser, dormir et c'est tout. C'est ça qu'on fait en tant qu'humain, en tant qu'animal. Mais du coup, ça veut dire que des temps morts où on se fait chier, on devrait pouvoir les supporter. On les supporte pas. Donc essayez de vous foutre face à un mur si vous n'arrivez pas, si c'est intolérable, si vos pensées vous parasitent, c'est peut-être qu'il faut ralentir les réseaux sociaux. Voilà, je sais que c'est pas agréable ce que je vous raconte. Déjà, le fait que vous soyez encore là, mais c'est incroyable. Ça veut dire que vous faites l'effort d'aller sur du format long. C'est la première étape pour commencer à guérir d'ailleurs. Ensuite, le problème de la cacophonie informative qui rejoint un peu les points dont j'ai parlé précédemment. Vu que tout le monde parle et que tout le monde n'est pas expert dans son propre sujet, l'information, elle est composée de millions, de milliards d'avis différents. Et malheureusement, en reprenant le point que j'ai abordé précédemment, vu que c'est l'information choc qui fait le plus de vues, l'information que vous prenez, très souvent, elle est soit extrême, soit erronée, soit fabriquée de toutes pièces pour vous faire réagir. Ça veut dire qu'il y a très peu de chances que vous trouviez sur les réseaux une information qui est nuancée, qui est propre,
qui est bien amenée, qui est applicable à tous et qui est capable d'être réfutée si on la contredit. En général, ce sera forcément des absolus. C'est pour ça que sur les réseaux, on vit dans l'âge des gourous. Des mecs qui ont des points de vue extrêmes sur la nutrition, par exemple, les mecs qui ne veulent faire que des diètes carnivores, qui explosent pendant 1 an sur les réseaux et qu'on voit disparaître ou fermer leur gueule quand ils se rendent compte qu'ils ont plein de carences et que ça va pas du tout au niveau corporel et qu'il va falloir qu'ils réintroduisent progressivement des légumes. Mais oui, mais parce que l'extrême ne fonctionne pas et c'est vrai pour tous les sujets. Euh, et donc ça s'applique à toutes les strates de tous les contenus, ça de toute façon. Mais du coup, ça fait que quand vous prenez une information sur les réseaux, et je sais que vous cherchez des informations sur les réseaux, très souvent, ces informations manquent de nuances et du coup, elles sont difficilement applicables ou difficilement vérifiables. Et ça crée, encore une fois, une difficulté pour les gens à trouver du sérieux, du contenu, de la norme qui soit réellement de la norme. On se retrouve souvent dans des extrêmes. Regardez simplement comme les gens ont besoin d'appartenir à un groupe. Moi, je prends l'exemple des Gomuscu. La communauté Gomuscu, ce sont maintenant des jeunes qui ne se définissent que par la musculation, qui romantisent le fait de compter ses calories jusqu'au point où on ne peut pas partager un repas de famille où on n'a pas le contrôle sur la bouffe, qui trouvent ça marrant de complètement annuler toutes sortes de relations sociales pour pouvoir se coucher vraiment tôt et ne voir personne et ne concentrer sa vie que sur son physique, qui au final a pour finalité soit, dans le meilleur des cas, une compétition de bodybuilding et on peut appeler ça du sport, soit juste le fait d'avoir un bon physique, une belle apparence. Et on est prêt à couper beaucoup de strates de notre vie pour avoir une belle apparence. Je trouve ça catastrophique. C'est triste au possible. On romantise ça maintenant et du coup ces gens-là qui se revendiquent de ce groupe-là, les Gomuscu, pour moi j'ai l'impression qu'on tend progressivement vers des mouvements extrêmes comme les incels en fait. C'est-à-dire on veut pas parler aux filles, on veut rester entre nous, on veut faire de la muscu et c'est terrible parce que putain, vu que ça donne une sensation d'appartenance à un groupe, il y en a plein qui le rejoignent mais au final personne n'appartient à un groupe. On est juste derrière notre téléphone à poster des vidéos et à faire genre qu'on est des Gomuscu mais au final on n'a pas d'amis, on n'a pas de relations. Donc en fait on appartient à un groupe digital qui n'existe pas. Ouais, c'est de la merde. Je suis désolé, c'est de la merde. Pourquoi je dis ça? Parce que j'en ai fait partie. Hashtag GoMuscu, je l'ai mis partout sur mes vidéos quand j'étais à Basic Fit. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, tu peux pas juste te mettre une étiquette comme ça et espérer être heureux toute ta vie parce que l'humain est complexe, changeant, marche par cycle et donc il ne peut pas rester sur une dynamique constante comme ça de manière débile et binaire toute sa vie. À moins qu'il soit débile peut-être. Ça peut peut-être marcher pour les gens débiles. Mais quelqu'un qui a un petit peu de complexité émotionnelle au bout d'un moment finira par se sentir malheureux par l'absence de nuances dans sa putain de vie personnelle. Voilà, j'ai tout dit. Ensuite, un gros problème, les relations parasociales. Oh mon Dieu. Je parle plus de mon point de vue à moi d'influenceur, mais ça s'applique aussi à vous. Les relations parasociales, c'est-à-dire le fait de croire qu'on connaît quelqu'un à travers un écran alors qu'on ne le connaît pas. Et ça se vérifie par l'inversement de la situation. Est-ce que vous connaissez la personne? Oui, parce que vous la voyez, mais est-ce qu'elle vous connaît? Non, parce qu'elle ne vous a jamais vu. Donc, vous ne connaissez pas la personne. Vous connaissez l'image que la personne projette sur les réseaux, et c'est très différent. Ce serait comme de dire, je connais très bien Tom Cruise, j'ai vu tous ses films. Ouais, mais vous ne connaissez pas Tom Cruise personnellement. Vous voyez ce qui est sur des écrans. Vous ne savez pas sur quoi il se branle le soir. Je veux dire, donc vous ne connaissez pas Tom Cruise. Je dis pas que vous devez savoir sur quoi se branlent vos amis le soir. C'est pas parce que c'était très mal exprimé. Mais vous voyez ce que je veux dire. Excusez-moi pour la notification. C'était pas prévu. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Euh, pourquoi les relations parasociales, c'est une catastrophe pour les humains en général? Parce qu'on projette encore une fois des attentes et des perceptions d'une personne basées sur des choses qui sont factices et qui ne sont pas réelles. Et donc, on est destiné à être déçu derrière. Moi, je le vérifie tout le temps. Parce que des fois, la solitude dans ma vie personnelle, vu que j'ai déménagé maintenant, est telle que je fais la connerie d'aller sur Instagram pour rencontrer des gens. Et je réponds à des DM. Et voilà. Et à chaque fois, c'est la même chose. Les gens pensent qu'ils me connaissent, se permettent des choses qui sont irrecevables parce qu'ils pensent me connaître. Et malheureusement, moi, je ne les connais pas. Et le fait d'avoir des interactions comme ça qui sont complètement déséquilibrées avec des inconnus fait que je le vis très mal. Enfin, moi, je vis ça très mal. Parce que ça dénature mon rapport à l'autre. Et vu que beaucoup de mes interactions aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux, parce que du coup, j'ai encore pas beaucoup de potes ici, eh ben, j'ai un déséquilibre total entre les relations réelles et les interactions réelles dans la vie de tous les jours et le nombre d'interactions que j'ai sur les réseaux et qui est vachement plus élevé. Et j'en arrive du coup à perdre un petit peu la capacité à rencontrer des gens spontanément parce que je perds un peu ces codes de spontanéité. C'est terrible. Pour l'appliquer à vous, ça, c'est comme si vous suiviez quelqu'un sur Instagram pendant un moment, pas forcément quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés,
et vous regardez sa vie et vous voyez que la personne part en vacances et qu'elle fait du sport et nanani. Et quand vous la rencontrez en vrai, vous apercevez que cette personne est négative parce qu'elle est triste et qu'elle traverse une phase compliquée de sa vie. Ben, vous pourriez être amené à vous dire, mais alors comment ça, je pensais que tu allais super bien avec ton cocktail, bord de piscine, etc. Mais encore une fois, ce qui est projeté sur les réseaux n'est pas la réalité. Et vous ne pouvez pas baser votre analyse de quelqu'un sur ce que vous voyez sur un putain d'écran. Malheureusement, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Le nombre de fois où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit putain, mais en fait, en vrai, tu donnes des leçons sur les réseaux et tout, sur le stress, mais en vrai, t'es stressé, t'as des angoisses. Putain, parce que je suis un être humain en fait. Tu croyais quoi, que j'étais une entité créée par IA qui n'a pas d'émotion? Et le fait qu'on arrive à me dire ça, en fait, me pose la question, est-ce que qui que ce soit me connaît vraiment? Est-ce que je suis simplement un archétype créé de toutes pièces, ou est-ce que j'ai une profondeur d'âme? Et c'est ça que j'essaie de retrouver en thérapie, en fait. J'essaie de retrouver ma profondeur d'âme, parce qu'à force de n'avoir personne qui la miroite, cette profondeur, à force de n'être représenté et d'avoir des interactions que à travers le prisme digital, je finis par perdre la profondeur d'âme que je pense avoir et dont j'ai besoin pour exister en tant qu'humain dans le monde réel. Parce que si tout s'éteint et que les écrans s'arrêtent et qu'il n'y a plus rien du jour au lendemain sur les réseaux sociaux, en fait, je redeviens le mec normal que je suis et c'est avec lui qu'il va falloir que je fasse ma vie, pas avec le mec qui n'existe pas sur Instagram. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être compliqué ce que je dis, mais pour moi, ça a énormément de sens. Et les relations parasociales, malheureusement, on en vit tous aujourd'hui, à travers Tinder, à travers tout ce qui est digital et la création. Quand on s'auto-crée en fait sur les réseaux, on s'expose à créer de la relation parasociale. Et je pense que c'est pas bien. Mais je pense qu'on devrait d'abord faire des efforts pour essayer de se... Regardez simplement comment c'est impossible de rencontrer quelqu'un spontanément aujourd'hui. Maintenant, il faut forcément passer par une application, il faut forcément passer par des messages interposés. Si tu approches une femme dans la rue, elle a peur. Genre, si tu en tant qu'homme, envisages d'aller voir une femme dans la rue, ça te fait peur. Alors que normalement, les gens ne se rencontraient que comme ça il y a 30 ans, quoi. Il n'y avait pas d'autre moyen de faire il y a 30 ans. C'était forcément des rencontres en réel. Maintenant, il n'y a presque plus ça. C'est-à-dire que les codes basiques de rencontre, même ça, on est en train de les perdre. Je trouve ça triste en tant qu'humain. C'est triste. Bref, ça c'était pour la partie négative. Maintenant, comment on fait pour essayer de retrouver le côté positif de la vie quand on consomme beaucoup de réseaux? Comment on fait pour corriger ces mauvaises habitudes qu'on a prises? Premièrement, ce que vous faites en ce moment, d'arriver jusqu'à la fin d'un podcast. Lancez-vous dans une activité qui ne soit pas ultra rapide, de la stimulation à fond la caisse, là, et amenez-la jusqu'au bout. Réhabituez-vous, oui, à vous dire que peut-être vous allez perdre 2 heures de votre vie. Mais combien d'heures vous perdez à scroller toutes les semaines? Donc, est-ce que vraiment se lancer sur un podcast qui n'est pas intéressant ou un film qui n'est pas intéressant, c'est un si gros risque que ça? Faites-le, posez votre téléphone et dites c'est pas grave, tant pis, je perds 2 heures. Mais ces 2 heures seront toujours mieux utilisées qu'à visionner 500 vidéos dont vous ne vous rappellerez pas le lendemain. Parce que c'est ça que vous faites sur les réseaux. Vous consommez beaucoup, mais vous vous rappelez de rien. Au moins, si vous regardez un film en entier, vous vous en rappellerez. Et vous savez quoi? Si vous n'arrivez pas à regarder ce film pour l'instant sans regarder votre téléphone, c'est que vous êtes déséquilibré. C'est qu'il y a un problème dans votre système de concentration et que c'est bien que vous essayez de regarder ce film, justement. Ça s'applique à tout. Un morceau de musique, un podcast, un film, un livre. Réhabituez-vous à consommer du contenu qui demande votre concentration pendant plus de 2 putains de minutes, quoi. Première chose. Ensuite, apprenez dans la vie à avoir des activités sans but. Ça peut paraître bizarre, mais le fait de n'avoir quelque chose, de pratiquer quelque chose qui ne demande pas de reconnaissance, d'accomplissement, d'applaudissements, de validation extérieure, qui ne procure simplement que le plaisir de l'apprentissage, ça peut vous apprendre à ne pas être dans cette compétition permanente qu'on nous apprend sur les réseaux. Les réseaux, c'est très... il faut avoir un but, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut être efficace, il faut gagner de l'argent, il faut avoir des muscles. Putain, être humain, c'est exister à la base. Il faut juste être là. Il faut juste être là et aller de la naissance jusqu'à la mort en essayant d'être heureux, quoi. C'est un peu ça le but d'être des humains à la base. C'est pas d'être plus fort que les autres. Donc, le fait de pratiquer des activités qui sont simples et qui vous apportent simplement une petite paix intérieure, c'est sous-côté de fou et pourtant c'est trop bien. Moi, en ce moment, c'est le surf. Je passe énormément de temps à faire du surf parce que j'ai pas mon téléphone. C'est juste la planche chez moi et les gens qui sont aussi dans l'eau. Et on a juste pour but de passer un bon moment. Et vraiment, c'est physique, ça demande d'être concentré. Et rien en ce moment ne m'apporte autant de plaisir et de paix intérieure que cette activité-là. Et ça peut se transposer à n'importe quelle activité. Ça peut être peindre, ça peut être faire de la guitare, ça peut être faire du montage, j'en sais rien. Mais un truc qui ne soit pas destiné à être vu et jugé et critiqué. Un truc pour vous, quoi. Très important. Ensuite, la reconnexion aux gens réels. On a romantisé le fait d'être renfermé sur soi-même et de ne pas aimer les humains et de vouloir rester chez soi et d'être casanier et introverti.
Je suis désolé, mais je pense qu'au fond, même si moi je le suis et que je le fais aussi, je pense pas que c'est une bonne chose. Parce que, à moins que vous soyez quelqu'un d'ermite dans l'âme, ce qui est, je pense, le cas de peu de gens, vous avez besoin de connexion humaine. Et je pense que le fait de dire je suis mieux quand je suis chez moi introverti et que je vois personne, c'est une manière un peu détournée de dire que vous n'avez pas envie de prendre le risque de rencontrer des gens ou d'avoir des interactions. Parce que les interactions vous font peur. Peu importe les raisons pour lesquelles elles vous font peur, il y a peut-être du trauma, des mauvaises expériences, je sais, mais vous avez besoin de connexion, c'est pour ça que vous vous sentez seul. Et quand je dis vous, je dis je. Je me sens extrêmement seul. Et malgré le fait que j'aime ma paix, j'ai quand même envie de passer du temps avec des humains. Et c'est ça qui me fait le plus de mal. C'est que je laisse les réseaux détruire progressivement mes interactions et ma capacité à interagir avec des gens. Mais j'ai toujours besoin de connexion, au fond. Donc il faut que je fasse face à la réalité et que je réapprenne à rencontrer des gens et que j'apprenne à passer du temps dans le monde réel. Parce que les humains sont faits pour ça aussi, pour être en tribu, pour être les uns avec les autres, pour pouvoir interagir sans forcément avoir quoi que ce soit de transactionnel, juste parce qu'on s'aime bien en fait. Si vous êtes à un point où vous êtes très solitaire et vous n'arrivez pas à interagir avec les autres, posez-vous la question. Peut-être que c'est le moment de vous mettre à fréquenter des gens, fréquenter des lieux où il y a des gens, trouver des activités où vous allez être en groupe, simplement pour pouvoir avoir de nouveau la friction et l'imperfection du contact humain. Hein, que l'IA et tout ça est en train de complètement nous voler. Parce que l'interaction avec l'IA, elle est sans friction, elle est fluide, il n'y a jamais de problème. Les humains, c'est plus complexe, on a des traumas, on n'est pas parfait. Hein, quand je parle et que j'articule pas, vous comprenez pas et vous me faites répéter. C'est ça d'être humain, putain de ta race. Et si ça vous fait trop chier ces interactions-là, ça veut dire que vous perdez un petit peu l'attrait à l'humain et malheureusement, c'est pour ça qu'on est là, quoi, pour être des humains. Ok. Et enfin, quelque chose que je pense qui est important, apprendre à échouer. On est dans une dynamique aujourd'hui, j'ai l'impression, qui fait que tout est évalué et quoi qu'on fasse, c'est forcément ouais, je vais faire ci et du coup, il y a le regard des autres et du coup, le fait d'échouer, c'est juste la norme en fait. La première chose qu'on a fait quand on est sorti du ventre de notre mère, peut-être pas la première, mais les premières années de notre vie n'ont été constituées que d'échecs. Se lever, se casser la gueule. Ramper, se lever, essayer de marcher, se casser la gueule. Apprendre à lire, se rater, apprendre à compter. Tout ce qu'on fait n'est qu'un échec permanent. Et on arrive à un point de notre vie où on a peur de l'échec, alors que putain, c'est ça le plus important pour pouvoir progresser, c'est de faire l'échec. C'est de se confronter à la tentative et de faire l'échec. On procrastine parce qu'on a peur. Pas parce qu'on a peur que ce soit pas assez parfait, parce qu'on veut que ce soit c'est parfait, soit je le fais pas, genre. Non. C'est parce qu'on a peur, en fait, d'être la personne qui échoue. Et qu'on n'a pas les couilles de se dire qu'on peut-être on va échouer, que les gens vont nous voir échouer. Mais on s'en branle. Parce que si on ne fait pas les choses, ben, on échoue par défaut. Donc, apprendre à échouer dans des choses, vous lancer dans un livre, par exemple, et ne pas le finir, c'est pas grave. Apprendre un nouvel instrument et ne pas y arriver, c'est pas grave. Vous lancer dans un sport qui vous attire, mais vous avez peur de regarder des gens, faites-le, c'est pas grave. L'échec, c'est ce qui fait que la vie, elle vaut d'être vécue, quoi. Si c'est juste rester sur soi-même et ne rien branler, c'est triste. Je trouve que c'est triste. Vous pouvez exister et profiter du moment présent en tentant des choses, sans forcément que ces choses soient destinées à impressionner ou vous rapporter de l'argent. Juste faites des trucs, en fait. Faites des trucs. Vous êtes dans un jeu vidéo géant où vous avez les possibilités de faire ce que vous voulez quand vous voulez. Avec des limites. Je dis pas qu'on est tous millionnaires avec des capacités. Je suis pas millionnaire, hein, je dis pas ça pour ça. Mais réapprenez à essayer, échouer, parce que c'est ça la beauté de la vie aussi. Ok ? Bon, merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à la fin. Je sais qu'il était un peu long. J'espère que vous avez trouvé un peu d'espoir et de comment on pourrait dire ça, et un peu de recul par rapport au réseau, parce que je pense sincèrement que si on continue à cette vitesse entre l'IA et les réseaux, on va fonctionner en tant qu'humain, on va fonctionner, c'est sûr, mais on va perdre ce qui fait de nous des créatures fantastiques, c'est-à-dire notre capacité à interagir, à être empathique, à avoir de l'amour voilà, les uns pour les autres. Et ultimement, pourtant, c'est ça le plus important, quoi. C'est d'aimer, exister, être entre nous. Ouais, je sais pas, tu vois, j'essaie de finir avec une phrase un peu hippie à la con, mais j'y arrive pas. On se retrouve pour l'épisode 3 de Vulgaire et Sincère. Merci de m'avoir suivi. Laissez un commentaire si vous avez envie, que vous êtes encore là. Vous avez qu'à commenter épisode 3, je sais pas. Ou un truc dont vous voulez que je parle dans l'épisode 3. Merci, bisous et éteignez votre putain de téléphone.